bonjour à tous, ici Den et vidéo en hommage à Venios Cutbecune. On va faire le guide des cartes à crafter ou à décrafter pour les gens qui débutent le jeu, puisque la question m'a été posée et que je ne l'ai jamais fait personnellement. Alors comme il commence à y avoir beaucoup d'aventures, on va le faire par aventure. Donc, le jeu de base, qui sont des cartes gratuites et qui s'obtiennent soit directement, soit par niveau. On fera évidemment que les cartes neutres, sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Alors, les meilleures cartes de base. On va avoir en tour 2, je dirais, le Limon des Marais. C'est une 3-2, c'est les statistiques qu'on lui demande, et il y a un effet très efficace puisque ça détruit une arme. Je vois beaucoup de gens qui, quand ils commencent le jeu, jouent le Raptor par exemple. Si vous avez besoin que ce soit une bête, très bien, jouez le Raptor, mais sinon profitez du Limon, que vous pouvez jouer comme une 3-2 au tour 2, ou contre un deck qui a une arme, jouez avec une arme. Ensuite, on a la claire du soleil brisé qui est pas mal. En général, au début du jeu, il y a énormément des matchs qui se jouent sur les échanges de créatures. Et la claire du soleil brisé permet d'en gagner un, et donc d'avoir un petit peu plus de valeur que votre adversaire. Ici, rien. Le Senjin est une assez bonne carte avec provocation si vous voulez jouer un deck défensif. Pour 4, une 3-5, c'est les statistiques qu'on lui demande. Mais pour 4, le vrai papa, c'est le Yeti, qui est probablement une des meilleures cartes du jeu de base. Pour 4, une 4-5. C'est les statistiques de base du tour 4. T'as beaucoup de points de vie, t'as des points d'attaque très raisonnables qui va venir tuer à peu près tout ce qu'il y a au tour 4. Donc quand vous commencez le jeu, vous pouvez en mettre 2 dans le deck, n'importe quel deck, vous pourrez pas vous tromper. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'Ogre Roche-Point, même chose que le Yeti, pour 6, une 6-7. C'est une grosse créature qui va bien venir tenir le terrain dans les tours de fin de match. Et comme un Yeti, il va gagner ses 1 contre 1, il va vous donner de la value. Et ensuite, on a probablement le champion de Hurlevent, qui est un peu comme la claire du soleil brisé, mais pour tout le monde. Quand vous avez un terrain avec beaucoup de créatures, et bien cette carte, il faut l'avoir comme une 6-6, et +1/+1 par créature. Donc si vous avez 3 créatures, vous pouvez la considérer comme une 9-9 par exemple. Donc quand vous avez l'avantage du terrain, cette carte est très très forte. Voilà. Alors, dans les classiques, donc c'est des cartes qu'on peut acheter en booster. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup d'investir de l'argent? Dans les tours 1, on a l'écuyère d'argent. Excellent tour 1, parce que comme vous pouvez le voir, beaucoup des autres tours 1 ont 1 PV. Elle gagne tous les 1 contre 1 à ce niveau-là, et donc elle permet de prendre le terrain assez vite. Dans un tag agressif, le gnome lépreux est un tour 1 qui se joue même à très haut niveau, parce que quoi qu'il arrive, il inflige au moins 2 dégâts. Donc en fait, par son Graal d'agonie, il vous garantit une attaque à la tête. Ensuite, on va avoir dans les decks agressifs aussi le sergent grossier, qui est une très bonne carte, qui vient donner plus 2 d'attaque. Donc pareil, si on a une petite créature, plus 2 d'attaque, ça permet de venir chercher une grosse créature, ou d'infliger plus de points de dégâts. Ensuite, en très bonne carte, on a la chouette. C'est du silence. Le silence est un effet très important dans Hearthstone. Et ça permet d'enlever des stratégies adversaires. En fait, en général, toutes les cartes, notamment les râles d'agonie, sont des cartes qui vont permettre de construire une stratégie pour votre adversaire. Avec le silence, on enraye. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le jongleur de couteau, qui est une carte qui, quand elle reste sur le terrain, peut faire énormément de choses. En fait, elle a un pouvoir assez spécial. À chaque fois que vous jouez une carte, une créature, il y a un dégât qui part au hasard. Et de temps en temps, vous pouvez tuer des créatures un petit peu. C'est le sniper, c'est un petit sniper qui permet en fait de tuer gratuitement des créatures en ayant un peu de chance. Et du coup, encore une fois, en termes de valeur, ça peut être très important. Surtout si vous jouez un deck avec beaucoup de petites créatures et donc vous en posez plusieurs par tour. Ensuite, alors, c'est une épique, donc je conseille pas de la crafter. Mais si vous entrez dans les strates un peu plus hautes du jeu, le chasseur de gros gibier est une carte qui peut vraiment renverser un match. On détruit une créature avec 7 d'attaque ou plus. Voilà, l'adversaire vous joue une carte qui coûte très cher. Une carte à 7 d'attaque ou plus, ça coûte en général au moins 5 ou 6 mana. Et encore, ça c'est être gentil. Pour 3 mana, on a une 4-2, on la détruit. C'est une carte de tempo très puissante et qui peut vraiment renverser des matchs. Ensuite, le golem des moissons. Un des meilleurs tours 3 du jeu quand on débute. Et qui, jusqu'à Gobelin et Gnome, était un des meilleurs tours 3 tout court du jeu.
Tout simplement parce qu'il faut le tuer 2 fois. Alors pour 3, vous avez une 2-3, c'est les statistiques d'un tour 2, mais quand il meurt, il vous invoque une 2-1, ce qui sont les statistiques d'un tour 1. Donc au final, vous avez un tour 2 et un tour 1 séparés, ce qui fait que il est plus durable parce qu'il faut investir 2 fois pour le tuer au lieu d'avoir par exemple une grosse créature qui pourrait one-shot si c'était une 4-4 par exemple. Dans le même style, on a la croisée écarlate qui avec son bouclier divin généralement requiert 2 attaques. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Le brise-sort qui est un petit peu comme la chouette au final, c'est une mécanique de silence. En général, la chouette est préférée tout simplement parce qu'elle coûte moins cher. Et on joue ces cartes vraiment pour l'effet silence plus que pour les statistiques. Qui, pour la chouette, qui est un tour 2, a les statistiques d'un tour 1, et le brise-sort qui est un tour 4 et qui a les statistiques d'un tour 3. Dans les decks qui jouent beaucoup de créatures, le défenseur d'Argus, on présentait le champion de Hurlevent avant, c'est un petit peu le même principe. Pour 4, on a une 2-3, donc on peut se dire mais c'est extrêmement mauvais. Mais si on arrive à utiliser son pouvoir pleinement, donc donner 2 fois +1/+1 et la provocation à 2 créatures, au final c'est comme si on avait joué une créature qui est 4-5, puisque 2-3 +2/+2, ce qui fait 4-5, et provocation. Donc quand on arrive à utiliser pleinement son effet, il faut le voir comme un Yeti, qui a la provocation. Donc en soi, quand son pouvoir est rentabilisé, c'est énormément de valeur. Par contre, quand vous le jouez sur une créature, c'est pas top, et quand vous le jouez dans le vide, c'est totalement mauvais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Le nain de son profère fonctionne un petit peu comme le sergent grossier dans les decks agressifs, c'est plutôt fort. Le Drake Azur, c'est une très bonne carte parce que très équilibrée. Alors pour 5, c'est une 4-4, c'est pas très fort, mais encore une fois, au tour 5, le terrain en général, il est décidé. Il y a un des 2 joueurs qui l'a, et si vous l'avez, le Drake Azur vous permet de jouer une créature et de piocher une carte en même temps. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de sacrifier un tour pour piocher des cartes. Et son dégât des sorts peut être très utile, surtout si vous jouez un mage ou un chaman, qui ont tous les deux des sorts assez peu coûteux, et donc qui profitent énormément des dégâts des sorts. Ensuite, une carte qui a très longtemps été considérée comme un excellent tour 6, et qui l'est toujours si vous n'avez pas de créature légendaire, le commandant d'argent. Pour 6, on a une 4-2. Alors c'est mauvais, mais charge et bouclier divin. Donc bouclier divin, ça veut dire qu'il va pouvoir prendre des dégâts gratuitement la première fois. Et charge, ce qui veut dire qu'il peut attaquer directement. Donc au final, il faut le voir comme pour 6, vous posez une 4-2 et vous infligez 4 dégâts. Voilà. Le seul défaut, c'est que s'il y a une provocation, vous serez obligé de l'empaler dedans. Ensuite, la marche soleil, qui est une bonne carte. Très solide. Pour 6, on a une 4-5, provocation et bouclier divin. Donc encore une fois, si le terrain est vide et qu'il n'y a pas de créature pour casser le bouclier divin facilement, ou que le pouvoir de votre adversaire ne le permette pas, c'est une carte qu'il va falloir taper 2 fois. Et donc la première fois, elle prend pas de dégâts, on casse juste le bouclier, mais elle inflige ses 4 dégâts. Donc ça peut être vraiment utile. Je passe sur les légendaires, que je ne présenterai pas. Voilà. Alors, récompense. On s'en fiche, il n'y a que le Murloc. Naxxramas. Naxxramas est à mes yeux l'aventure la plus utile pour les nouveaux joueurs parce que c'est dans celle-là qu'il y a le plus de cartes fortes. Dans l'ordre des cartes fortes. Le Croc Zombie, qui est considéré comme l'un des meilleurs tours 1 du jeu, parce que tout simplement pour 1, vous avez des statistiques d'un tour 2. 2-3. Et rendre 5 PV au héros adverse, je peux vous promettre que c'est beaucoup moins important que de prendre le terrain en début de match. Ensuite, on a la rampante tentée, qui est une carte qui est pour 2, une 1-2, c'est assez faible. Mais quand elle meurt, elle invoque 2 araignées 1-1. Alors attention, c'est pas des bêtes. Bien que cette carte-là soit une bête, les 2 araignées qui en sortent n'en sont pas. Ce qui est un peu dommage, mais ce serait beaucoup trop fort en chasseur, par exemple. Et en fait, c'est une carte qui va vous permettre de contrôler le terrain assez tôt dans le match. Puisque, en fait, vous avez 3 créatures en une. Et donc, en fait, ça permet de balayer les dégâts un petit peu comme vous voulez. Et si vous avez des cartes comme le sergent grossier ou le nain de sombre fer, et bien au final, le fait qu'elle ait pas beaucoup d'attaques, ça ne vous gêne pas du tout. Le savant fou, qui est encore à ce jour considéré par beaucoup de joueurs comme trop fort. Parce que pour 2, c'est une 2-2 qui place un secret de votre deck sur le champ de bataille. Donc en paladin, pour 2, vous avez une 2-2 qui vous rajoute un secret qui coûte 1. En chasseur, le secret coûte 2. Et en mage, le secret coûte 3. Donc ça veut dire qu'en mage, pour 2, vous avez une 2-2 et une carte qui coûte 3 de mana. Déjà, de base,
pour 2, il vous donne une carte qui coûte 3 de mana. Juste cette phrase vous donne le pouvoir de cette carte. La Goule Instable aussi est une carte assez efficace dans un méta très très agressif. Parce qu'elle a la provocation et elle vient infliger des dégâts à tout le monde. Donc dans un environnement où il y a beaucoup de paladins et de chasseurs, c'est une carte qui peut être très utile. Ensuite, on a le Crash Vase qui a été popularisé très vite dans énormément de decks et qui est vu à ce jour comme l'un des meilleurs tours 5 du jeu. Encore une fois grâce à son Râle d'Agonie. Pour 5 vous avez un Senjin au final. Vous avez une 3-5. Sauf que, encore une fois, vous avez une 1-2 qui est accrochée. Qui existe aussi, qui est un tour 1. Donc en fait vous avez un tour 4 et un tour 1 ensemble dans la même carte. Et ce qui fait qu'en fait, au lieu de mettre ces deux cartes dans votre deck, vous mettez le Crash Vase et vous avez les deux cartes. Donc en fait, le Crash Vase vous fait presque gagner une place dans votre deck. Et ça réduit énormément le tempo adverse parce que pareil, il doit investir beaucoup de ressources. Alors dans le chat, on me dit le Seigneur de la Mort. Le Seigneur de la Mort n'est pour moi pas une bonne carte de débutant. Parce que quand on est débutant, la mécanique du Seigneur de la Mort est assez compliquée à gérer. Parce que, alors c'est une 2-8 pour 3, c'est extrêmement fort. Si vous rencontrez beaucoup de chasseurs, je vous la conseille. Mais en dehors de ça, son Râle d'Agonie peut vraiment vous perdre des matchs. Parce que quand on est un débutant, en général, on n'a pas beaucoup de cartes de removal, donc qui permettent d'enlever les créatures adverses. Et donc si le Seigneur de la Mort vous sort une mauvaise carte, vous pouvez tout simplement perdre le match sur un malentendu, ce qui est extrêmement dommage. Ensuite, dans l'Axtramas, on a Oreb, qui est également un des meilleurs tours 5 du jeu. Pour 5, une 5-5, donc c'est des statistiques très fortes. Et les sorts adverses coûtent 5 cristaux de plus au prochain tour. C'est une carte qui est quasiment indispensable dans les decks de tempo. C'est-à-dire, vous avez passé vos 4-5 premiers tours à prendre le terrain, vous avez peur d'une zone, Oreb, et la zone coûte 5 de plus, ce qui fait que si vous le jouez au tour 5 ou 6, il n'y a quasiment aucun sort qui ne peut être joué. Si vous le jouez tour 5, aucun sort ne peut être joué sauf les sorts qui coûtent 0, et si vous le jouez tour 6, aucun sort ne peut être joué sauf les sorts qui coûtent 1. Donc c'est un énorme gain de tempo. Surtout quand vous êtes un débutant, par exemple. Quand on est débutant, tout le monde a peur du mage et de son fameux Flame Strike, de son fameux choc de flamme, qui pour 7 inflige 5, et ben Oreb bloque le choc de flamme pour un tour, puisque le choc de flamme coûtera 12. Une autre bonne carte, c'est Kel'Thuzad. Quand on commence le jeu, encore une fois, on est beaucoup sur l'échange de créatures. Et ben Kel'Thuzad vous permet tout simplement de faire des échanges gratuits. Et pour 8, c'est une 6-8 qui n'est donc pas sensible à la chasse au gros gibier qu'on a vu avant. Et donc c'est une carte qui va vraiment vous permettre de stabiliser votre terrain si vous arrivez dans les tours un peu plus longs. Et à l'inverse de très grosses légendaires qui coûtent 8-9, donc les Ragnaros, les Ysera, etc. Celle-ci est gratuite quand vous terminez Naxxramas. Voilà pour Naxxramas. Gobelin et Gnome, qui était la première extension de cartes. Alors, Gobelin et Gnome n'a pas vraiment beaucoup de cartes abusées, mais il a une synergie qui sont les mechas. Vous pouvez voir, il y a énormément de cartes mechas dans Gobelin et Gnome qui tout ensemble peuvent faire un deck qui marche dans à peu près toutes les classes. Mais du coup, je m'attarderai pas sur une carte parce que c'est les mechas tous ensemble qui font la puissance, sachant que le cœur du deck est le mecha téléporteur qui réduit le coût de tous les mechas. Sinon, pour les très bonnes cartes de l'extension, le char araignée, parce qu'en fait pour 3 vous avez une 3-4. C'est un peu comme le golem des moissons, sauf que cette fois-ci en fait vous avez la carte brute. Le golem des moissons vous avez une 2-3 qui revient une 2-1, donc vous avez 4 points de vie au final. En fait le char araignée c'est un peu un golem des moissons, mais tout dans la même carte. Donc si vous préférez avoir plus d'attaque et de vie en un seul coup, vous préférez le char araignée, et si vous préférez diviser, vous prenez le golem des moissons. Et c'est également le premier tour 3 qui était une 3-4, non je dis une bêtise, c'est le prêtre qui a eu le premier tour 3. Dans Naxxramas. On fera une autre vidéo pour les cartes de classe. Ensuite, le déchiqueteur piloté. Alors, c'est un mecha certes, mais c'est à ce jour le meilleur tour 4 du jeu. Pour 40 poussières, je vous conseille d'investir 80 poussières dans Crafter 2. Parce que tout simplement, pour 4, vous avez une 4-3. Donc c'est les coups d'un tour 3. Mais son Râle d'Agonie fait que il lâche un serviteur à 2 cristaux de mana. Ce qui fait qu'en général, le déchiqueteur vous apporte la même valeur qu'un tour 5. Donc vraiment, si vous voulez jouer un deck mid-range tempo,
vous mettez 2 Yeti qui sont gratuits et 80 poussières, vous mettez 2 déchiqueteurs et votre tour 4 est extrêmement solide. Voilà. On a un autre Yeti également dans le Goblin Gnome, le Yeti mécanique, qui est exactement le même stats que le Yeti. Simplement, il a un râle d'agonie qui donne une pièce détachée. Donc une pièce détachée, c'est un petit sort qui coûte 1, qui a plusieurs effets. Ça peut donner de l'attaque, de la vie, ça peut geler un adversaire, ça peut camoufler une créature, ça peut faire plein de petites choses qui sont très utiles. Si vous avez utilité soit du mecha, soit de la pièce détachée, vous jouerez le Yeti mécanique. Sinon, vous jouerez le Yeti normal. Voilà. Ensuite, quand vous êtes un débutant, il y a une carte que j'aime beaucoup, qui disparaît plus tard dans le jeu, mais c'est le lob bombe. Parce que encore une fois, quand vous êtes débutant, vous êtes beaucoup sur la valeur du terrain, vous êtes beaucoup sur échanger des cartes. Et bah le lob bombe pour 5, vous avez une 3-3, ce qui est très mauvais, mais ça inflige 4 points de dégâts à un serviteur adverse. Donc s'il y a une carte toute seule sur le terrain avec 4 points de vie, vous êtes sûr de la tuer. Donc pour 5, vous posez une 3-3 et vous tuez une créature. Il faut le voir un petit peu comme un commandant d'argent dont on a parlé avant. Il met 4 dégâts aléatoires, sauf que s'il y a une seule créature, et bah au final vous avez mis 4 dégâts à cette créature et il coûte 1 de moins que le commandant d'argent. Ensuite, on a le robot de soin. Dans les decks plus lents, où vous vous faites souvent agresser et vous avez des problèmes de points de vie, cette carte est très utile. Alors pour 5, c'est une 3-3. Encore une fois, c'est pas des bonnes statistiques, mais ça rend 8 points de vie. Et donc sur un match où vous avez déjà récupéré le terrain, c'est-à-dire le deck agressif vous a mis beaucoup de pression, vous avez récupéré le terrain de votre côté, vous jouez le robot de soin antique, vous remontez vos points de vie, et comme vous avez déjà le terrain, le fait que ces statistiques ne soient pas très bonnes ne vous gêne pas plus que ça. Voilà. Le golem CS piloté qui est le grand frère du déchiqueteur, mais comme c'est une carte épique, on en parlera beaucoup moins. Et ensuite, alors on a la carte complètement pétée de l'extension qui est Dr Boom, qui est le meilleur tour 7 du jeu. Cette carte est aussi appelée Dr 7, parce que quand Goblin Gnome est sorti, Dr Boom était le genre de carte qui quand vous la jouiez tour 7, vous gagnez le match, purement et simplement. Les deux petites bombes 1-1 qui sont avec lui sont des bombes qui, quand elles explosent, infligent entre 1 et 4 dégâts sur le terrain ou à la tête de l'adversaire. Et ces bombes peuvent vous changer complètement la physionomie d'un match, parce que des fois elles vous vident un terrain adverse alors que vous aviez 2-1-1 et que lui avait 2-4-4. Voilà. Et sinon pour les débutants, on a le char de force max, qui pour 8 est une 7-7 bouclier divin, qui est donc une très bonne carte d'échange encore une fois, et également une très bonne carte en arène. Voilà, on passe au Mont Roche Noir. Alors le Mont Roche Noir, comme Goblin Gnome, il avait une grande thématique qui sont les dragons. Donc encore une fois, si vous avez prévu de jouer un deck dragon, la plupart des cartes du Mont Roche Noir rentreront dans le deck, mais on ne s'arrêtera ici que sur les meilleures et pas sur la synergie en elle-même. Ici, la carte complètement abusée de l'extension, c'était l'Empereur Torrissant. Pour son pouvoir, il réduit toutes les cartes de votre main de 1 cristal par tour, tant qu'il est sur la table. Ce qui vous permet en fait de jouer toutes vos cartes à un coût inférieur à ce qu'elles devraient coûter, et donc d'imposer un tempo supérieur à ce que votre deck devrait vous permettre. Voilà. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de cartes complètement abusées dans cette extension. Il y avait le client sinistre à une époque, mais le deck qui tournait autour s'est pris un bon gros nerf dans les gencives. On va passer au grand tournoi. Alors le grand tournoi, il n'a pas instauré énormément de cartes extrêmement puissantes, mais il a instauré beaucoup de nouvelles alternatives en fait. Avant, il y avait beaucoup de cartes qu'on disait tel tour il faut jouer cette carte parce que c'est la meilleure. Et ben, grâce au grand tournoi, maintenant on a plus d'alternatives. Donc par exemple, la jouteuse de Gadgetzan, qui est une carte qui peut être comme un zombie show, +1/+1 si elle gagne la joute. Donc la joute, en fait, le jeu va sortir aléatoirement une créature de chaque deck, et celui qui a la créature qui coûte le plus en mana va gagner la joute. Et donc quand le joueur qui joue la carte de joute la gagne, il a un effet supplémentaire. Donc la jouteuse, c'est un peu une carte à double tranchant. Quand vous perdez la joute, vous avez une 1-2, ce qui est assez mauvais, parce que ça tue pas grand chose. Par contre, quand vous avez une 2-3, vous avez un croc zombie, mais sans le fait qu'il va rendre éventuellement 5 points de vie à votre adversaire. Donc ça peut être une très bonne carte comme une très mauvaise. Ensuite, au niveau des cartes complètement folles de cette extension, on a les deux sœurs ici, mais comme c'est des légendaires, on va pas trop en parler. Mais ce sont des cartes qui pour 3 c'est des 3-4, donc c'est des très bonnes statistiques, avec un pouvoir complètement fou si vous avez de quoi l'exploiter. Qu'est-ce qu'on a de très très bien dans cette extension? Tac tac tac. Ah, voilà. On a le Yeti tour 5, pour 5 une 5-6.
Le jeu n'avait pas beaucoup de cartes à 5 jusqu'ici, qui étaient facilement accessibles. Donc c'était soit des légendaires, soit des cartes. Enfin, en fait, c'était des légendaires qu'on allait chercher dans l'aventure. Donc c'était du Horeb, c'était des cartes de Gobelin Gnome, mais qui étaient rares. Ici, on a enfin la première commune, au même titre que le déchiqueteur. Si vous n'avez pas de tour 5, investissez 80% dans cette carte, parce que c'est une carte qui va vraiment vous permettre de stabiliser votre deck. Et pour 5, vous avez une 5-6. Vous êtes sûr de ce que vous aurez avec cette carte. Et elle déçoit rarement. C'est très très fort. Ensuite, on a le Kraken. Dans Gobelin et Gnome, le Kraken est une très très bonne carte de débutant. C'est la seule carte à 9 réellement pour débutant. Toutes les autres cartes qui coûtent 9 sont des légendaires. Et pour 9, vous avez une 9-7 qui inflige 4 points de dégâts. C'est correct pour ce que c'est. Si vous n'avez pas les moyens d'aller chercher une légendaire, prenez le Kraken. C'est pas pire, comme on dit. Et ensuite, pour la carte pétée de l'extension, il n'y en a pas vraiment eu dans cette extension une carte complètement folle qui a révolutionné le méta. Voilà. Et la Ligue des Explorateurs, c'est plus des cartes qui viennent faire complément de ce qui existe déjà. Donc pour l'instant, je recommande pas de se jeter dessus. C'est des cartes qui rentrent dans des decks. Mais vous pourrez pas créer un deck avec la Ligue des Explorateurs. Et vous aurez besoin des cartes de soutien qui vont autour. Donc si vous devez choisir une aventure, je pense que c'est la dernière à faire. Je pense que dans l'ordre, en fait il faut les faire dans l'ordre. Faut faire Naxxramas, puis... Non, puis la Ligue des Explorateurs, puis Roche Noire. Sauf si vous avez besoin de l'Empereur Torrissant. Et là, les cartes pétées de l'aventure. Reno Jackson, qui a lui tout seul un deck à son nom, tout simplement. Et au moment où je fais cette vidéo, seulement 2 ailes sont sorties. Et il reste encore donc plusieurs cartes à découvrir, et notamment les très grosses légendaires qui vont coûter 8 et 9 de mana. Voilà pour cette review des meilleures cartes neutres. Très rapidement, on va faire les cartes que vous pouvez désenchanter si vous les avez, pour vous faire des poussières. Alors, on va commencer par les légendaires, parce que c'est celle qui rapporte le plus de poussières. Milouz Tempête de Mana peut sauter, aucun problème. Cette carte vous fera plus de mal que de bien dans la plupart des cas. Supre Étincelle est une carte qui peut être très utile, mais malheureusement le fait qu'elle soit aléatoire 2 fois, c'est-à-dire un serviteur aléatoire et un effet aléatoire sur ce serviteur, très souvent la rend très instable et fait qu'elle n'est plus jouée. Donc c'est pareil, ça peut être 400 poussières pour créer un deck. Qu'est-ce qu'on a d'autre Des cartes qu'on peut désenchanter. L'Ardeur est une carte assez compliquée à jouer. Et qui ne rentre pas dans beaucoup de decks. Pour 6, une 4-4, c'est assez faible. Et c'est un problème. Et d'ailleurs, je vais me mettre en création parce que je me rends compte que je les ai pas toutes. Voilà. Ces 2 cartes-ci aussi peuvent être désenchantées. C'est des cartes qui pour 2 sont des 0-4. En fait, c'est vraiment pour leur pouvoir qu'on joue ces cartes. Malheureusement, dans un deck compétitif, c'est très très compliqué de prendre le temps en fait de les mettre en place. Donc, si vous n'avez pas prévu de jouer des decks spécifiquement tournés autour de ces 2 cartes, pour vous amuser, vous pouvez les désenchanter. Voilà. Capitaine Vertepeau, c'est pareil, c'est une carte qui a été jouée à une époque dans Paladin. Mais sinon, c'est une carte qui peut faire des poussières. Il n'y a pas de problème. Il y a largement assez de bons tours 5 pour ne pas garder cette carte. Ah oui, j'oubliais monsieur. Et Emmet Nessingwari, qui pour 5 est une 6-3. Et qui, cri de guerre, détruit une bête. À moins que vous jouiez que contre des chasseurs. Et même encore là, je pense que je ne jouerai pas cette carte. Vous pouvez vous débarrasser de cette carte, encore une fois. C'est des poussières gratuites. On va faire rapidement les épiques. Les rares et les communes, je les désenchanterai pas. Parce que ça rapporte pas assez de poussière pour désenchanter. Dire les communes vous rapportent 5 et les rares vous rapportent 20. Et vous savez, enfin, vous pouvez être surpris. Il y a certaines cartes qui ressortent très très vite. Alors, dans les cartes que vous pouvez désenchanter, voilà, les 2 cartes que je n'ai pas ici. À moins de jouer Murloc ou de jouer Pirate, ces 2 cartes ne servent strictement à rien. Le Chevalier de Sang est une carte très méta. Et en général, une seule suffit. Donc si vous en avez 2, vous pouvez en désenchanter une. Aucun problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Mini-Mage est une carte
qui est trop mauvaise pour son coup en fait. Et donc vous pouvez la désenchanter. Qu'est-ce qu'on a encore? C'est à peu près tout. Et le géant mécanique, qui est le seul géant qui n'est vraiment pas joué, parce qu'en fait le problème c'est que ça dépend de votre adversaire. Et donc contre tous les decks agressifs, cette carte sera complètement inutile. Voilà. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous a aidé. Et une autre va suivre avec la même chose pour les classes. Voilà. Et ben big up à Catherine en espérant que tu as apprécié cette vidéo. Merci à tous et au revoir.